Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super. Donc voilà, on est ensemble pour cette prochaine session. Et puis nous, on va vous parler de notre travail en fait en tant que médiateur scientifique et des productions, des missions et des projets qu'on mène au sein de l'Office for Climate Education. Donc moi, je m'appelle effectivement Simon Klein et comme vous l'avez dit, j'arrive plus de la biologie, de l'écologie. Donc je suis agrégé de SVT et docteur en écologie des pollinisateurs. Ça fait 4 ans que je travaille maintenant pour l'OCE. On peut dire OCE aussi. Voilà. Donc la prochaine slide présente un petit peu plus ce qu'il se passe. Je ne sais pas si c'est le plus judicieux ce qu'on a choisi. Très bien. Donc voilà, un petit historique. L'OCE a été créé en 2018 et après je vais vous détailler un peu aussi la structure en tant que, j'ai envie de dire, un peu de gouvernance, quoi. Mais en tout cas, les intentions derrière la création de cet office de manière assez logique, ça a été une réponse à l'accord de Paris, lors de la COP 21, où un article spécialement, l'article 12, a asséné le fait que l'éducation était un levier fondamental pour s'adapter et atténuer nos effets sur les changements climatiques. Et donc, l'OCE a émané en fait de la Fondation de la main à la pâte, que vous voyez là, un des partenaires principaux français. Et donc, pour celles et ceux qui connaissent parmi vous, la Fondation de la main à la pâte, ça fait presque plus de 30 ans maintenant que c'est une fondation de coopération scientifique qui travaille à amener la science, enfin, amener à faire des sciences, entre guillemets, dès le primaire et puis au niveau collège aussi, de manière à faire aller des enseignants qui ne sont pas forcément, ou pour le coup en primaire aussi, des enseignants qui ne font pas forcément de sciences à faire de la science, et à développer principalement ce qu'on appelle les pédagogies actives. Donc on va dérouler un peu après aussi les principes pédagogiques qu'on suit à l'OCE et qui sont pour partie hérités de la Fondation La Main à la Pâte. Nous restons actuellement sous l'égide de La Main à la Pâte d'un point de vue juridique aussi, et donc on est une fondation de coopération scientifique avec des membres fondateurs qui sont les Académies des sciences, les ENS, Lyon enfin Ulm et Lyon. Mais on a tout un tas d'acteurs avec qui on collabore de manière de plus en plus approfondie et on s'éloigne un petit peu aussi de la main à la pâte avec une potentielle transition dans les années à venir. L'un des acteurs principaux depuis 2020, en fait, c'est l'UNESCO. On est un centre en catégorie 2 de l'UNESCO. Ce qui fait qu'on a on n'a pas de sous en plus, mais par contre, on a enfin, voilà, on a des actions qui ont un peu plus de poids d'un point de vue international. Et en lien, et on va en parler un petit peu après aussi, depuis très peu, là, on est co-coordinateur de ce qu'on appelle le Green Education Partnership en lien avec l'UNESCO. Donc ça, ce sont des projets assez vastes en termes de politique éducative, on peut dire. On est aussi très proche du GIEC. Depuis 2021, maintenant, on est membre observateur, ce qui fait qu'on a un peu nos entrées en avance sur les rapports et on travaille, on va le dérouler aussi avec Adeline, à, en gros, pré-mâcher le travail des enseignants sur les rapports du GIEC. C'était une de nos premières missions. Maintenant, on travaille sur d'autres projets scientifiques, mais ça reste quand même le cœur depuis 2018 des productions de ressources de l'OCE, c'est traduire les rapports du GIEC pour en faire des activités de classe. Et enfin, on est très proche de laboratoires, notamment l'IPSL, qui est un super Simon Laplace dans lequel on est hébergé. Donc, on est une petite équipe, je vais vous montrer après les photos de nos collègues, où on travaille tous à Jussieu, voilà, dans les locaux de Sorbonne Université. Ça, c'est l'équipe. Et donc, vous voyez, on est une douzaine de personnes. On a deux autres personnes qui vont nous rejoindre au pôle médiation et création de ressources pédagogiques. Donc, Adeline, Nicolas Vogt, qui est ici, qui lui est en détachement de l'éducation nationale. Et moi-même, nous sommes les trois médiateurs et médiatrices scientifiques actuellement.
Et on sera rejoint dans le mois prochain par deux nouvelles, Nathalie et Amina. Et à côté, enfin à côté, dans les pièces d'à côté, parce qu'on a une pièce pour nous et les autres, ils ont un bureau aussi. En fait, on a voilà, toutes les fonctions plutôt au niveau de exécutif, de partenariat, des fonctions support, des fonctions de communication. Et donc voilà, ça génère une équipe pas mal dynamique et soudée. Alors, dans les grandes lignes, et après on détaillera un petit peu plus comment ça se traduit, mais les missions, si on les fait tenir sur une seule slide, elles sont ici. Euh, pour commencer, en fait, notre cible, c'est vraiment d'aller travailler avec des enseignants, avec des formateurs et formatrices, enseignants, enseignantes, et principalement qui ont comme élèves des élèves de primaire et collège. Alors, pourquoi primaire-collège principalement? Parce qu'il y a cet enjeu de faire rentrer les sciences en primaire, qui est un enjeu très fort, hein, depuis même avant la fondation de la main à la pâte, un enjeu très fort en France. Et primaire-collège, c'est aussi parce que dans des nombreux pays où on travaille, l'éducation n'est pas obligatoire après le collège. Et donc pour toucher aussi enfin, plus de masse, entre guillemets, c'est stratégiquement là où c'est intéressant de travailler. Après, on développe de plus en plus de ressources qui sont aussi utilisées et utilisables en lycée, voire quelques ressources, on va le voir un peu après, qui sont plus exclusivement sur le lycée parce qu'elles développent des choses plus complexes comme les modèles climatiques ou autres. Nous travaillons à l'international et en France. Donc là, le ratio, en gros, c'était 80% international, 20% en France. Mais on est en train de rééquilibrer ça, notamment avec les nouvelles recrues, pour travailler aussi un peu plus en France. Euh, le fait que voilà, depuis 2018, on existe et qu'on a un déficit d'être reconnu dans l'éducation nationale est lié aussi à cette stratégie de travailler pas mal en France, à l'étranger. Mais il n'empêche, voilà, on a un partenariat enfin, on est partenaire, on a une convention de partenariat avec l'éducation nationale, on a quelqu'un qui est en détachement chez nous et donc on mène pas mal d'actions avec eux. On travaille aussi avec des acteurs comme Canopé, on travaille avec pas mal d'acteurs en France ou Tara ou des choses comme ça. On sera au Fored pour celles et ceux qui y seront dans quelques temps. Et ces cibles, enfin le fait de travailler à l'international fait que pour le moment, on n'ancre pas forcément la création de nos ressources dans des programmes scolaires. Et donc, on va en parler après. C'est ça qui est à la fois très intéressant parce que je pense qu'une des forces de l'OCE, c'est aussi d'avoir ce regard international quand nous, on travaille à la production de ressources parce que on est très nourri par des cultures éducatives de plein de pays. On travaille beaucoup en pays dits en développement, des gros projets en Amérique latine, on commence un gros projet en Afrique. Et de devoir travailler aussi pour des publics, des enseignants dans ces pays-là, ça ramène aussi un angle différent et des propositions qui, on l'espère, peuvent être pertinentes en France ou en Europe et inversement. Et en fait, ce travail-là, donc d'essayer de faire une éducation universelle, entre guillemets, à partir de données telles que le GIEC, qui sont de la science, et donc à viser elles aussi universelle, pour un enjeu universel qui est l'enjeu du climat. C'est un peu le mot d'ordre qui fait qu'on travaille de cette manière-là. Mais après, on a tout un enjeu d'adaptation, et notamment pour adapter les ressources qu'on crée avec une envie un peu universelle. C'est ce qui se fait notamment en Amérique latine. Là, on a des partenaires, par exemple, au Mexique, qui, eux, font une adaptation de nos ressources, ils font le lien avec leur programme scolaire. Donc, on est toujours un peu entre ces deux lignes-là. Euh, donc, je parle beaucoup de création de ressources, donc ce que vous avez en bas ici. Il y a programme et recherche-action, ça, je vais en parler après, mais on développe depuis peu quelques travaux de recherche, notamment sur les émotions, les anxiétés. Développement professionnel et communauté de pratique, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, là, en live. On va en parler aussi, mais on fait beaucoup de développement professionnel, de formation. On travaille beaucoup avec les maisons pour la science, pour celles et ceux qui connaissent, du réseau de la main à la pâte en France, mais aussi dans d'autres pays. On va travailler main dans la main avec des ministères qui vont mettre en place des formations pour tous les formateurs, pour les enseignants. Et enfin, on travaille de plus en plus sur l'appui aux politiques publiques et notamment sur la question des curriculums scolaires. Donc, Adeline, tu vas en parler après, mais voilà. Ça, c'était pour les présentations de ma part et je te laisse la main.
Merci. Donc, avant de vous présenter un peu plus en détail nos ressources, je voulais juste donc, qu'on fasse un petit point sur où on en est actuellement en termes d'éducation au changement climatique. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans l'ensemble et à l'échelle globale, on est plutôt dans un contexte qui est favorable et dans une dynamique assez positive concernant cette éducation au changement climatique. Donc ça, on peut le voir. Il y a différents indicateurs qui nous permettent de dire ça. Un des indicateurs, par exemple, c'est donc la mise en place et l'adoption par de nombreux pays des 17 objectifs de développement durable, donc à l'échelle mondiale. Et donc dans lesquels donc il y a un objectif propre du coup au changement climatique. Donc c'est l'objectif 13, Climate Action. Mais en fait, le climat, il est un peu distillé partout au sein de ces objectifs de développement durable. Donc ça, c'est quand même un indicateur positif qui montre que l'ensemble des pays dans le monde est quand même favorable à développer l'éducation au changement climatique. Mais si on regarde d'autres constats, et donc notamment des constats qui ont été faits auprès des enseignants, donc ça c'est issu d'une étude de l'UNESCO en 2021. Euh, Cette étude, elle nous montre que environ 95% des enseignants pensent qu'il est important d'enseigner le changement climatique. Mais par contre, il y en a moins de 30% qui se sentent vraiment capables d'expliquer les conséquences du changement climatique. Et quand on regarde aussi ce qui se passe en termes de mise en œuvre et d'action au sein des éco-écoles, donc c'est les éco-schools qui sont développés par le réseau de la FE, l'équivalent en France, c'est Terragir. On se rend compte qu'il y a vraiment que 2% de ces éco-schools qui mettent en œuvre de l'éducation au changement climatique à proprement parler. Si on regarde les thèmes qui sont plutôt choisis, donc c'est ce qui est sur la figure ici, ben, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont un peu liés au changement climatique, mais qui ne sont pas à proprement parler du climat. Et donc, le climat ne représente que 2% de tous ces thèmes, en fait, qui sont plutôt des thèmes liés au développement durable. Alors, donc ça rejoint à ce que je viens de vous dire, cette deuxième étude de l'UNESCO, donc 2019, c'est qu'elle montre que finalement, l'éducation, donc d'une part, au climat est peu représentée donc, au niveau du réseau des éco-schools, mais que quand le climat est abordé, une des approches préférées, c'est pas l'éducation. Donc ici, on voit que l'éducation, ça représente que 17% finalement de l'approche préférée pour parler du changement climatique, mais qu'en fait, c'est plutôt la sensibilisation du public pardon, qui va être privilégiée quand on va vouloir approcher l'éducation, enfin, le changement climatique, et non pas l'éducation. Donc, on ne va pas utiliser l'éducation vraiment comme un levier d'action pour parler du changement climatique, mais plutôt la sensibilisation du public. Et donc ça, il y a différentes façons de l'expliquer. Mais ce qu'on remarque en tout cas, c'est que seulement 27% des pays ont du budget pour cette éducation au changement climatique. Donc là ben, évidemment, ça lève la question un peu des choix politiques, puisque donc s'il n'y a pas de budget, évidemment, c'est difficile de mettre en place une éducation à proprement parler au changement climatique. Il y a une conséquence directe de ça, donc de ce défaut de mise en œuvre d'une vraie éducation au changement climatique, et elle est sur les élèves. Et donc ça, donc Simon, il en reparlera plus en deuxième partie de cette présentation. Mais donc une des conséquences, et donc ça c'est une étude de 2022 de l'UNESCO qui nous le montre, c'est que 70% des jeunes ne peuvent pas expliquer ce qu'est le changement climatique quand on leur demande. Et 75% des adolescents en moyenne et jeunes adultes souffrent donc de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Donc ça, c'est une étude de 2021 de Hickman et al. Qui le montre. Donc vous avez ici sur cette figure le pourcentage de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Et donc vous voyez qu'en France, ben, on se situe pile dans la moyenne puisqu'on est à 74%, avec donc un étalement entre 56% et 92%. Donc pour les pays donc type Brésil et Philippines, on voit que c'est très élevé. Et donc en fait, le code couleur ici représente le niveau de développement des pays. Donc on voit que ben, par exemple, ça touche particulièrement les pays qui sont en voie de développement par rapport à des pays du coup beaucoup plus développés où finalement ce phénomène d'éco-anxiété est moins dominant. Simon vous en reparlera. Et donc finalement, ben, le message, nous, qu'on veut faire passer, et qui est de plus en plus
divulguer et diffuser, c'est que l'éducation doit vraiment être au cœur des actions quand on parle de changement climatique. Et donc, c'est par exemple ce qui avait été dit donc, lors de la COP27. C'est vraiment une des clés d'adaptation. Enfin, quand on parle d'adaptation transformative, c'est vraiment une des clés et un des leviers sur lesquels il faut qu'on mette nos efforts. C'est l'éducation. Ça, on le retrouve également, donc c'est ce que Simon vous a un peu... enfin, il en a parlé un tout petit peu au début, puisqu'on est acteur de Screening Education Partnership qui a été développé du coup par les Nations Unies. Donc ça, c'est aussi une preuve que l'éducation commence vraiment à prendre une vraie place quand on parle de climat et donc de développement durable. C'est le fait que même les Nations Unies ben, prennent à cœur cette thématique et développent un programme dédié à cette thématique. Donc ça avait été décidé lors de la COP 27 et il a débuté en 2023. Et donc à l'OCE, on fait partie des co-coordinateurs d'un des piliers de ce programme d'éducation au développement durable. Donc, je ne vais pas enfin, tout lire avec vous, mais ça, c'est pour info. En gros, il vise ce programme à reverdir et donc développer le côté développement durable et climat donc dans différents axes. Donc, au niveau des programmes, donc essayer le plus possible d'implémenter plus de cette thématique dans les programmes scolaires, d'engager beaucoup plus les communautés dans l'éducation au climat, d'en introduire beaucoup plus dans la formation des enseignants et dans le système éducatif en général, et puis évidemment dans les réseaux d'écoles, donc pour toucher le plus possible les élèves. Et donc on peut s'engager pour faire partie de ce programme. Donc, une partie de ce Greening Education Partnership, c'est la rédaction d'un curriculum guidance. Donc, c'est pas un programme à proprement parler comme on peut avoir pour le Green Comp à l'échelle européenne, mais c'est plus une recommandation des bonnes pratiques en ce qui concerne le climat et le développement durable. Et donc, Simon travaille dessus activement. Et donc, ce programme devrait être finalisé d'ici 2024, Oui, sauf erreur de ma part. non, Euh, c'est aucune donc, erreur de ta part. voilà. Donc, voilà, l'OCE, donc, via Simon, prend part dans la rédaction de ce Greening Curriculum. Et donc, ça nous permet aussi donc, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui sera, donc, de ce qu'il sera dans le futur. Voilà, je vais passer sur ça. Et redonner la parole à Simon donc pour un peu voir ce que nous dit la science au sujet de cette éducation au changement climatique, puisque c'est de plus en plus étudié par les scientifiques. Ouais, la question c'est est-ce que ça marche? Je vais être assez bref là-dessus, dans le sens où l'idée c'est, voilà, si vous voulez creuser la question, on vous a mis toute une littérature qu'on a dans l'équipe lue. Moi, j'ai pas lu forcément tous les articles, mais à nous tous, on a fait un peu ce panorama un peu général. Parce que, en fait, nous, ça nous permet aussi de savoir où se situer en tant que voilà, éducateur, médiateur scientifique pour aller un peu sonder des initiatives qui fonctionnent, les limites, mais aussi bah, vers quoi ça semblerait, d'après la littérature, important et intéressant d'aller. À savoir, et vous allez le voir, que c'est le Graal, entre guillemets, comme tu le montrais avec Geniani, ou je sais plus, la nana la dame, pardon, l'UNESCO, de l'UNESCO, c'est d'arriver vers une éducation transformative, et il y a un peu ce fantasme que l'éducation pourrait et devrait permettre permettre aux élèves de devenir des citoyens engagés, et donc cette notion d'éducation transformative qui reste encore une fois aussi à nuancer d'un certain côté, je vous en parler après. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on lit un peu dans la littérature, c'est que un certain type d'éducation au changement climatique, des initiatives qui traitent la question de l'enseignement au climat, permet d'améliorer les savoirs, les attitudes et les compétences des élèves.
Voilà, ça paraît assez logique, c'est que si on veut travailler sur des notions et des compétences et qu'on en met les moyens et que on a des systèmes d'analyse qui nous permettent d'aller voir aussi ce qu'on veut voir, on peut trouver des résultats positifs. Donc ça, c'est évidemment positif. Et alors, voilà, qu'est-ce qui marche? Non, ce que je veux dire aussi, c'est quoi? Il y a quelques papiers aussi qui montrent que, au même titre que des éducations à l'hygiène pendant un moment, euh, qui ont été très efficaces dans les années 70-80 en France, où en fait, de travailler à des changements de comportement en milieu scolaire chez des élèves permettait d'avoir des actions positives dans les familles. Ça, c'était très bien documenté sur l'éducation à l'hygiène, où on demandait aux élèves de se laver les mains avant d'aller à la cantine, par exemple, et ça avait permis d'avoir des conséquences aussi sur la santé globale à un moment donné du développement en Europe. Et donc, il y a des indices qui montreraient qu'il y a aussi un effet bénéfique, avec certaines conditions évidemment, sur ces questions-là. Donc, ce qui est appelé ici l'apprentissage intergénérationnel. Après, j'ai pas d'études vraiment qui permettent de coller à ce sentiment, par contre, qu'on peut avoir aussi, qui est qu'on peut générer du conflit avec des incitations, enfin, je veux dire, avec des conflits intergénérationnels d'enfants enfin, de jeunes qui pourraient se rentrer en conflit avec des valeurs familiales qui ne sont pas en accord avec voilà, un changement de comportement qui est nécessaire et opéré. Ensuite, je sais plus, Adeline, si tu peux passer. Qu'est-ce qui marche? Donc, l'ECC qui est plébiscité, ou en tout cas la ligne de conduite qu'on cherche à avoir, nous, à l'OCE, c'est de travailler vraiment et de placer la science et l'épistémologie et la construction de la science comme étant un des piliers fondamentaux, mais primaire, enfin, la base, entre guillemets, de l'éducation au changement climatique, mais qui n'est pas non plus suffisant. Et j'entends par là que le travail sur la compréhension des enjeux d'un point de vue scientifique, le travail aussi sur l'esprit critique, l'esprit scientifique, tout ce qu'on peut appeler la numératie, le fait de comprendre comment les ordres de grandeur fonctionnent. En fait, il y a un bagage scientifique qui est nécessaire pour en comprendre les enjeux, aussi pour avoir un esprit critique sur toutes les fake news qu'on peut avoir, bien que climato-scepticisme, enfin, on pense hein, aussi que le climato-scepticisme est pas forcément une menace, mais en fait, quand on regarde des données, c'est quelque chose qui, étonnamment, est en train de grandir en France. Euh, mais voilà, et en fait, cette exactitude scientifique, on se rend compte aussi qu'elle est nécessaire à faire advenir à un moment où, grâce au GIEC, grâce à l'engagement aussi de beaucoup de scientifiques dans l'éducation et la sensibilisation, on peut réajuster des représentations qui n'étaient pas forcément exactes. On va en parler aussi un peu en toute fin de conférence, là, mais rien que la représentation de l'effet de serre, quand on regarde dans les manuels scolaires, elle n'est pas forcément la plus exacte possible dans tous les manuels. Donc, on a aussi des enjeux en France, mais surtout beaucoup à l'étranger, sur ce qui est véhiculé par les enseignants à certains moments. Donc, on retrouve énormément de confusion, et en fait, ça tient aussi à la complexité des sciences du climat, entre climat et météo, entre les pollutions atmosphériques, et notamment en primaire, hein, la grande question, c'est la question de la couche d'ozone, qui revient, et nous, parfois en formation, quand on fait des tests à des enseignants hein, de tout niveau confondu dans tous les pays, la question de la couche d'ozone va revenir assez fréquemment. Et elle pollue, sans mauvais jeu de mots, la compréhension des enjeux climatiques à ce moment-là. Donc il y a du chemin à faire, évidemment, mais c'est aussi une source infinie de travail de la science et de comment fonctionne la science. Le GIEC est hyper intéressant aussi comme représentation du consensus scientifique et du fonctionnement de la science. Et donc, il y a énormément d'enjeux pédagogiques qui sont intéressants, qui sont beaucoup plus transversales que simplement la notion d'effet de serre, à mon sens. Les pédagogies actives sont les plus efficaces. Voilà. Alors, il y a quelques études qui permettent de comparer en fait, un certain type d'approche pédagogique par rapport à un autre, par rapport à une approche descendante, par exemple, pour ces questions dites socialement vives ou d'apprentissage de la complexité, en fait, de travailler par l'investigation, ce qu'on appelle ici inquiry-based pedagogy, la nature de la science, j'en ai pas mal parlé. Ça permet apparemment plus efficacement
de faire passer ces concepts d'un point de vue scientifique. Ensuite, ce qui est, voilà, ce que je voulais revenir aussi, ouais, bah, en fait, l'école ne peut pas tout. Et Sophie l'a aussi beaucoup mentionné, l'enjeu de transformation nécessaire de notre société, il est éminemment collectif, il est politique à un certain sens aussi. Et là-dedans, l'éducation a sa part, mais elle ne peut pas tout, entre guillemets. Et il y a cette idée, elle doit permettre quand même d'avancer sur faire que l'école soit un lieu d'émancipation et de transformation des comportements, mais tout en sachant que on doit rester dans une question de transmission et que on ne peut pas pallier en tant qu'enseignant et en tant que structure de l'école à tous les enjeux société à 100%, mais qu'on doit y participer. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'était juste aussi pour revenir un peu sur la question de l'éducation transformative comme étant le souhait qu'on veut avoir. Et des études montrent que le côté d'auto-évaluation et en fait de sentir que on est capable de faire des choses, même si c'est à petite échelle, assez, c'est assez bénéfique par rapport à avoir un enjeu beaucoup trop élevé et de ne pas réussir à atteindre cet enjeu, sachant toutes les contraintes que sont dans l'école. On va donner des exemples après de types de projets, par exemple, qui peuvent être intéressants là-dedans. Donc après, je vous laisse avec pas mal de biblios, si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà. Et puis, en gros, ayant tout ça en tête, donc le CE essaye de travailler un petit peu à toutes ces idées-là. Et donc, c'est un peu nos principes voilà, de travailler comme ça avec les enseignants et d'arriver avec un enseignement scientifique qui soit solide. Et c'est pour ça que quand on va vous présenter là, les ressources qu'on développe et la manière dont on les développe, c'est un peu le point d'orgue de notre travail, mais surtout de travailler et de promouvoir la pluridisciplinarité, le fait de travailler avec des enseignants d'une discipline et de les ouvrir à d'autres disciplines pour du disciplinaire, mais aussi de travailler avec des enseignants et du personnel non enseignant dans les établissements pour travailler les questions beaucoup plus d'attitude et de comportement. Et donc, c'est ça aussi, pour moi, le gros enjeu et la grosse difficulté, c'est de réussir à faire un travail pluridisciplinaire dans, dans le professionnel, quoi, dans la manière dont on aborde ces questions qui sont du contenu scientifique, mais aussi du comportement, de l'usage du bâtiment, de la question de toute cette école, ce qu'on appelle en anglais le whole school approach, donc la dimension vraiment établissement, la dimension communautaire. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux les plus durs. Et donc, on a, nous, accès aux enseignants et aux formateurs, et le souhait, c'est d'arriver à mettre un peu tout le monde autour de la table. Voilà. Ce qu'on sait aussi par la littérature, c'est que pour ancrer les pratiques professionnelles et une montée en compétence des enseignants qui partent de niveaux différents, mais qui ont un besoin de se mettre à niveau, il faut du temps et du temps long. En gros, ce qui semble efficace d'après la littérature, c'est entre 50 et 80 heures de formation. Donc voilà, en France, on a des difficultés à faire des formations qui soient de la formation continue, qui aient du sens. Il y a certains pays qui arrivent mieux que d'autres, hein. En Irlande, ils ont des systèmes, ou en Allemagne aussi, des systèmes qui sont assez efficaces et au Canada aussi, faire des systèmes de coaching d'enseignants, ou en tout cas, il y a des accompagnements sur le temps long de communautés d'enseignants qui sont plus efficaces, je trouve, que ce qui est proposé en France. Tu veux y aller là, à deux? Ben ça, c'était juste un exemple, donc Ouais. pour rebondir justement sur le fait qu'on a besoin de temps, Mm. notamment dans le cadre des formations qu'on propose. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a rarement l'occasion d'avoir autant de temps. Mais ça, c'est un exemple de formation donc, qu'on a fait en octobre dernier en Malaisie. Et donc, vous voyez, c'est une formation ben, qui s'étale sur 5 jours, donc c'est une vraie semaine. Et en fait, c'est un peu à cette condition qu'on a vraiment le temps de mettre en place donc, tous les workshops qu'on peut proposer d'échanger aussi avec les formateurs et les enseignants qui sont présents sur les pratiques, sur les projets qu'ils mettent en place,
de vraiment pouvoir en fait ben, fournir de notre côté en tout cas une éducation au changement climatique de qualité et donc de permettre à la fois d'aborder le côté scientifique et très notionnel et à la fois le côté pédagogique. Et donc enfin c'est sûr que c'est conséquent en termes de temps et donc d'organisation et d'investissement, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux. Bien qu'en France, on arrive aussi à faire des formations très très satisfaisantes, mais donc plutôt sur 1 ou 2 journées en général. Et donc ça, c'est pour vous montrer un exemple typique de formation qu'on peut faire, mais donc sur 1 semaine. Voilà, donc je vais passer sur ça. Si maintenant, donc juste pour vous faire un peu une overview de tout ce que l'OCE a pu produire ou tout ce que c'est l'OCE finalement depuis sa création, c'est un nombre important de ressources éducatives qui ont été produites, donc à chaque fois basées donc, sur une science très, euh, enfin, dans laquelle on peut vraiment avoir confiance puisque c'est basé principalement sur les rapports du GIEC. Donc on a plus de 80 ressources qui ont été produites depuis le début de la création de l'OCE. Plus de 200 ateliers de formation d'enseignants et de conférences qui ont été organisés, donc ce qui fait vraiment beaucoup d'enseignants formés donc, en face à face. Donc on est sur environ 12 000, mais plus de 100 000 formés en ligne, parce qu'on fait aussi beaucoup de webinaires. Plus de 70 événements de haut niveau qu'on a pu organiser. Et en fait, ça, si on fait le total, ça fait plus de 2 millions d'élèves qui ont pu être impliqués et être touchés par notre action. Et donc, pour une équipe opérationnelle, donc comme Simon disait, on est une dizaine de personnes. Et puis, d'ici 2024, enfin fin 2024, on sera une quinzaine. Et donc, les projets, donc principalement en France, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, et puis bientôt un gros projet en Asie. Alors, concernant les outils pédagogiques, donc principalement basés sur le rapport du GIEC, ça va être les résumés en fait de ces rapports. Et donc ça, c'est en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que comme l'a bien dit Sophie tout à l'heure, les rapports du GIEC, c'est des grosses ressources très conséquentes en termes donc de pages et puis de complexité scientifique. Et donc c'est, je pense, utopique de penser que les enseignants ont le temps de se plonger dans les rapports stricto sensu. Et donc, ce qu'on fait à l'OCE, en fait, c'est qu'on reprend ces rapports et on essaye, donc en restant le plus fidèle possible, évidemment, au contenu initial, d'en retirer les points clés et donc de les rendre accessibles pour des enseignants qui n'ont pas le temps, finalement, de passer justement beaucoup de temps à éplucher ces rapports. Et on propose en parallèle en fait des notions scientifiques clés identifiées, des activités de classe en lien avec les notions scientifiques. Et donc c'est des rapports qui en général, donc ça peut aller une cinquantaine de pages pour les plus gros, mais on essaye le plus souvent de faire plutôt une vingtaine de pages, justement pour que ce soit accessible en termes de temps et puis bien sûr en termes de niveau scientifique à tous. Et donc là, on a sorti à la fin de l'année 2023 notre dernier résumé pour enseignants, donc basé sur le 6e rapport, donc, dont Sophie vous a beaucoup parlé lors de son intervention. Et donc on essaye aussi de présenter les principales figures. Donc il n'y a pas toutes les figures évidemment du rapport initial, mais on essaye de choisir les principales figures et puis aussi de les rendre accessibles au plus grand nombre. Euh, donc, en termes d'outils pédagogiques qu'on développe, donc il y a ces résumés pour enseignants, aussi des protocoles de formation. Donc ça, c'est plus pour les formateurs d'enseignants qui s'adressent ces protocoles. Et donc, à chaque fois, ils sont eux-mêmes basés sur les rapports du GIEC. Donc là, par exemple, je vous ai mis 2 exemples. Donc, un protocole de formation sur comment conduire une formation sur la compréhension de l'effet de serre. On a aussi développé un protocole, par exemple, sur comment l'idée une formation sur l'océan et le changement climatique. Donc ça faisait suite aussi au rapport du GIEC qui était sorti sur cette thématique. On développe aussi des guides pédagogiques. Donc ça, c'est directement à destination des enseignants.
mais aussi des formateurs. Et donc, dans ces guides pédagogiques, il y a, donc pareil, qui suivent les sorties du rapport du GIEC. On a vraiment des activités conçues pour les enseignants. Alors, c'est pas des activités clés en main dans le sens où vous aurez toujours à adapter ça à vos élèves, à votre discipline. Et donc, il y a toujours un travail d'adaptation qui va être nécessaire. Mais c'est quand même, enfin, le boulot d'adaptation, il va quand même rester minime par rapport du coup à ce qu'on propose. Et donc, ça permet aussi de gagner du temps. Et puis même, sans les utiliser directement, ça peut aussi être des sources d'inspiration, vous, pour proposer des activités. Donc, on a deux gros guides pédagogiques sur les terres et sur océan et cryosphère, puisque c'était les gros rapports du GIEC qui étaient sortis. Et puis là, récemment, on a sorti un guide sur comment simuler une négociation climatique en partenariat avec l'AFD. Et donc ça c'est bien aussi pour les enseignants qui auraient envie d'implémenter ça dans leur classe, donc des vraies simulations de négociation climatique à l'image des COP. Et puis en autre ressource, donc on a aussi beaucoup de vidéos et d'animations qui sont disponibles. Donc ça permet de varier les supports. Et donc bon là, par exemple, on a une vidéo avec Simon euh, qui et donc tout ça c'est disponible sur notre chaîne YouTube et également sur le site de la Fée. Et puis les animations sont toutes disponibles aussi sur notre site internet. Alors, en quoi c'est original, toutes ces ressources pédagogiques? C'est original dans le fait que ça va impliquer vraiment la communauté scientifique en général, donc du GIEC, puisqu'on travaille aussi avec des personnes qui ont pu faire partie des différents working groups du GIEC, avec l'Académie des sciences, avec des laboratoires. Donc, on a vraiment l'ensemble de la communauté scientifique qui est impliquée dans la création de nos ressources pédagogiques. Donc, c'est évidemment en phase avec les rapports du GIEC. On a une approche qui est systémique. Donc, on travaille aussi bien sur les ressources que sur le développement professionnel des enseignants, que sur le développement du réseau et d'une communauté de pratique. Euh, un point vraiment non négligeable, c'est que toutes nos ressources sont libres de droit. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser, euh, les réutiliser après dans vos cours, les adapter, refaire des ressources de votre côté. C'est entièrement libre de droit. Vous n'avez pas besoin de notre autorisation. Elles sont gratuites et puis multilingues. Donc ça, bon, pour les profs en France, c'est peut-être moins important, mais pour du coup le réseau de professeurs qu'on a à l'étranger, c'est très important. Donc on les développe au moins en trois, quatre langues, donc français, espagnol, anglais et allemand. Et sur demande ensuite pour des langues plus particulières. Et un dernier point qui est vraiment, vraiment important et qui fait gage aussi de la qualité de nos ressources, c'est que l'OCE a un conseil scientifique et pédagogique. Et donc, ce conseil scientifique et pédagogique, il est constitué de 18 experts internationaux auxquels on soumet à nos ressources pour évaluation avant de les publier et de les rendre accessibles à la communauté. Donc, ça veut dire qu'il y a notre conseil scientifique et pédagogique qui a d'abord validé la qualité aussi bien scientifique que pédagogique de nos ressources, que ce soit nos ressources, nos guides, nos résumés, nos vidéos, etc. Tout est, on va dire, checké par ce conseil avant d'être proposé. Donc ça, c'est vraiment une part de notre process sur laquelle on insiste parce que c'est gage de la qualité scientifique et pédagogique. Et si je peux me Ouais, permettre, cher bien collègue, sûr. donc en plus de ces expertes et experts internationaux, toutes les ressources clés en main, là, dans les guides pédagogiques par exemple, elles ont été testées en classe Oui, par des c'est vrai. enseignants et des enseignantes pour avoir un test, on va dire, plutôt ergonomique, enfin, pour avoir des remontées de terrain et pour offrir quelque chose qui soit le plus proche de clé en main, sachant que en fait, c'est pareil, assez idéaliste parce qu'on va avoir des retours qui diffèrent évidemment en fonction des contextes de classe, mais ça nous permet d'assurer aussi que on ne travaille pas hors sol et que voilà, on a ce double, euh, cette double validation, on va dire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est hyper important ces tests en classe parce que ça nous permet en effet Mm. d'adapter aussi à ce qui se passe Ouais, et en sur le plus, terrain. c'est super si on a des enseignants qui sont intéressés pour tester des ressources. Oui, n'hésitez pas, on en profite pour un appel à participation. Si jamais vous êtes intéressé pour tester nos ressources, on est très preneurs à chaque fois de volontaires.
Euh, alors, bon, il nous reste pas énormément de temps, mais donc peut-être juste. Donc, l'idée, évidemment, donc, comme vous l'avez vu avec le planning, par exemple, de la formation en Malaisie, c'est que ça prend du temps de présenter les ressources et de conduire des formations. Donc là, évidemment, on n'a pas le temps, dans le temps qui nous est imparti, par exemple, vous donner un exemple de ce que ça pourrait être une journée de formation avec l'OCE. Donc, plutôt que faire ça, on va essayer de vous présenter rapidement bah, quelques exemples de ressources. Donc, un premier exemple, c'est le guide. Donc, sur le changement climatique et les terres émergées. Donc, c'est un guide pour enseignants avec des pédagogies, enfin, des séances pédagogiques à l'intérieur et donc un nombre d'activités important. Et donc, ça se présente comme ça. Globalement, vous avez toujours un encadré donc, qui va vous expliquer quelles disciplines sont concernées, même si euh, à chaque fois on met une discipline phare, mais en vrai, c'est adaptable et utilisable par n'importe quelle discipline si l'enseignant en ressent l'envie et le besoin et la volonté. Donc ensuite, on vous propose un timing, la tranche d'âge qui peut être concernée, et puis tous les objectifs d'apprentissage et la méthode pédagogique choisie. Et donc vous verrez, donc, si vous allez regarder ce guide, qu'on essaye de varier vraiment nos approches pédagogiques en restant le plus possible, donc comme on l'a déjà dit, ancré dans les pédagogies qu'on dit actives. Donc là, par exemple, c'est un exemple donc, d'une pédagogie active, ça va être l'utilisation de jeux de rôle. Donc là, c'est des élèves, par exemple, pour étudier ce que c'est un réseau trophique, puisque ça, c'est directement lié à la thématique donc, abordée lors de cette séance, qui est du coup axée autour de climat et biodiversité. Et ben, on propose donc différentes pédagogies actives pour étudier cette thématique. Donc, un jeu de rôle, donc, où là, les élèves ont tous une carte, par exemple, représentant une espèce qui fait partie d'un écosystème. Donc ici, c'est un écosystème en forêt tempérée, enfin, forêt tempérée. Et puis, sur la carte, il y a les liens de proie-prédateur. Et donc, chaque élève est relié par un fil. Et puis, en fait, l'idée, c'est de voir que quand on fait tomber une espèce de ce réseau trophique, finalement, c'est tout le réseau trophique qui va se casser la figure. Et donc, même si on a l'impression, quand on parle de réseau trophique, que toutes les espèces sont pas importantes, typiquement, on pourrait penser que les bactéries, c'est pas le plus important au sein d'un réseau trophique forêt tempérée, mais que finalement, tout est lié et donc tout va être important en termes d'impact sur l'écosystème. Donc, il y a l'approche par le jeu de rôle, il y a l'approche par les animations. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir aussi sur cette diapo. Donc, on développe des animations. En fait, on a ces animations qui sont développées pour un nombre varié d'écosystèmes. Donc là, c'est pour un écosystème en forêt tempérée, mais on l'a pour les forêts tropicales, pour les océans, pour les environnements enneigés, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour, euh, pour voir ce qu'on propose. Donc ça, donc là, c'est des élèves qui jouent, mais donc on fait lors de nos formations jouer les enseignants, en fait, pour les mettre vraiment à la place des élèves et qu'ils soient acteurs, pour qu'ils comprennent ensuite derrière comment rendre acteurs leurs élèves. Donc là, c'est un exemple lors d'une formation à Maurice de la mise en pratique de cette activité. Donc voilà, donc ça c'est pour l'activité, pour l'animation. Et donc en fait, l'idée c'est que vraiment tout ça, ça s'ancre dans des séquences pédagogiques très complètes. Donc vous avez différentes activités qui vont construire vraiment une séquence pédagogique qui a été réfléchie et qui normalement fait sens. Donc tout n'est pas déconnecté, au contraire, dans ces guides, tout est très connecté et imbriqué. Voilà, donc là, vous avez un exemple d'approche plutôt expérimentale et donc axée sur la démarche d'investigation. Je vous laisserai aller voir sur notre site. Et on a pareil pour le manuel, donc océan et cryosphère. Donc ici, c'est le même type de construction de réseau trophique, mais adapté à un autre type d'écosystème. Euh, Lors de nos formations, quand on axe nos formations plutôt sur cet aspect océan et cryosphère, on prend toujours soin de faire un rappel scientifique avant sur donc justement ce que c'est la cryosphère, les différents types de réserves de glace et de neige sur Terre. Et en fait, ça, c'est surtout typiquement ce qu'on peut aborder quand on fait des formations sur la cryosphère et l'augmentation du niveau marin, qui est un sujet vif d'intérêt. Bon, là, j'ai pas le temps de vous faire en détail la formation comme on la ferait, mais en gros, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer comment on peut expliquer l'augmentation du niveau marin, surtout au vu des différentes projections qui sont faites. Donc ça, Sophie vous en a parlé par le GIEC. Et donc, en gros, on propose aux enseignants, et parce que c'est ce qu'ils pourraient faire avec leurs élèves, c'est de proposer donc des hypothèses sur comment on peut expliquer l'augmentation du niveau marin
Et donc souvent, on a différents types d'hypothèses qui ressortent. C'est peut-être la glace continentale, c'est peut-être la glace de mer, c'est peut-être les deux, ou aucune des deux. Et donc l'idée, c'est de faire émerger que, en fait, c'est par l'expérience qu'on va pouvoir répondre à cette question. Et donc, on leur fait designer et réaliser des expériences pour se rendre compte que finalement, c'est bien la fonte de la glace continentale qui est responsable de cette augmentation et pas la fonte de la glace de mer. Donc, on a la situation avant et la situation après. Et donc, après, ce qui est important, c'est de restructurer tout ce qu'on a vu par de nouveau une sollicitation, donc en faisant un feedback sur les résultats d'expérience et donc les faire réfléchir sur quelles hypothèses finalement sont validées. Et donc, normalement, à la fin, on arrive bien, lors de nos formations, à la réponse que c'est la fonte de la glace continentale qui est responsable de l'élévation du niveau marin. Donc ça, c'est un des exemples de ce qu'on pourrait faire en formation. Ensuite, on pense vraiment bien à structurer le raisonnement et à refaire un point scientifique sur ça. Donc, on se rebase à la fin sur des données scientifiques. Donc, par exemple, c'est ce qu'on observe ici quand on regarde le changement moyen du niveau de la mer. En fonction du temps, ben, on voit bien que c'est la fusion des glaces continentales qui est en partie responsable de cette augmentation. Et en formation, on a le temps ensuite d'aborder l'autre process qui est responsable de cette augmentation du niveau marin, qui est la dilatation thermique de l'eau. Donc là en formation, ça, ce serait caché. Et donc, après, on aurait une deuxième partie qui nous permettrait d'aborder l'autre cause de l'augmentation du niveau marin. Là, on n'a pas le temps. Euh, si je résume donc rapidement les trois composantes d'une éducation au changement climatique, en tout cas, nous, comment on l'envisage, c'est vraiment le fait d'avoir une éducation scientifique qui est solide, de bien faire comprendre que c'est un système qui est complexe. Donc, il y a des rétroactions, il y a des incertitudes, c'est interdisciplinaire. Euh, Notre philosophie, c'est de surtout pas l'aborder comme juste de la science, mais vraiment, ça lie un ensemble de disciplines. Donc, il y a les sciences, évidemment, mais il y a les sciences sociales aussi, il y a l'histoire-géographie. D'ailleurs, on a pas mal de professeurs d'histoire-géographie qui viennent à nos formations, mais il y a aussi l'art, la musique. Donc voilà, c'est très interdisciplinaire. Et puis finalement, ça permet aussi de faire de l'éducation à la citoyenneté et à l'esprit critique. Donc c'est vraiment imbriquer tout ça dans l'éducation au changement climatique. Et donc j'avais plein d'autres diapos pour vous montrer un peu comment on peut aborder d'autres notions, notamment celle de rétroaction avec la notion d'albédo. Mais je vais plutôt laisser Simon dans le temps qui nous reste et vous aurez les diapos parce que il va pouvoir aborder avec vous du coup euh, tout ce qui est en lien avec l'éco-anxiété. Et je crois que c'était aussi une demande de Cécile, c'était qu'on ait le temps d'aborder ça. Donc je vais laisser Simon vous parler de l'éco-anxiété, qui est vraiment un sujet dont on entend de plus en plus parler et donc qui fait débat. Donc Simon, je te relaisse. Ouais, tu sais combien j'ai de temps encore pour Je maintenant? dirais 10 minutes, si je ne me Ah trompe oui. pas. Bon, bah, je vais parler super vite et puis comme ça, Vous aurez des questions? vous réécouterez en lent. Euh, Non, alors je vais vous parler en fait de. Ah oui, 5 minutes, donc je vais parler vraiment méga vite. Non, non, je vais aller assez rapidement, mais en fait, vous pourrez après aller voir les slides. Et je ne vais pas détailler les projets de recherche, je suis désolé, qu'on fait, parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais plutôt parler voilà, d'un petit ancrage scientifique sur la notion d'éco-anxiété. Et nous, on préfère parler de réponse émotionnelle au changement climatique, d'ailleurs, pour éviter un petit peu de tomber dans le terme éco-anxiété. Si tu passes à la diapo suivante, voilà. Donc, très rapidement, on peut se pencher sur la question évidente. Le climat a des répercussions sur nos sociétés, et une des répercussions et un des impacts, c'est un impact sur la santé mentale des hommes et des femmes. Et des enfants et de toutes les populations. Et on peut discerner assez rapidement deux types d'impacts, soit un impact direct, soit un impact, on pourrait dire, indirect. Des impacts beaucoup plus directs du changement climatique, ça va être le fait de souffrir physiquement et de fait derrière mentalement par exemple, d'événements naturels, enfin d'événements météorologiques extrêmes, donc de catastrophes naturelles, et donc d'être victime d'inondations, de canicules ou quoi, qui ont un impact traumatisant sur des personnes qui les subissent. Euh, Ces personnes peuvent développer ce qu'on appelle des stress post-traumatiques,
avec tout un tas de symptômes qui sont connus hein, dans la psychologie et qui sont soignés et qui peuvent être soignés et qui nécessitent de fait, et c'est ce qui se met en place en France, hein, j'ai l'impression, mais en tout cas d'avoir des cellules psychologiques, d'avoir des accompagnements spécifiques sur ces populations touchées. Sachant que, et on le sait bien, les changements climatiques vont, entraînent une augmentation en intensité, en fréquence de ces événements extrêmes et une nécessité d'adaptation. Il faut réfléchir aussi à une nécessité d'adaptation psychologique à l'augmentation de ces dommages, car les populations qui subissent ces dommages et qui peuvent développer ce type de stress est aussi en augmentation. L'autre terme que j'ai envie de définir rapidement, c'est le terme de solastalgie, parce qu'on le voit pas mal, enfin, on l'a vu pas mal, un peu moins en ce moment, dans les médias. En fait, c'est un terme qui a été défini par un chercheur en psychologie australien qui allait étudier une population rurale d'Australie qui a vu du jour au lendemain l'arrivée d'une mine à ciel ouvert dans son environnement naturel. Et une bonne partie des habitants de cette communauté souffraient de mal assez proches de la nostalgie ou de la mélancolie, qui sont des mots qu'on retrouve chez des personnes qui sont déplacées de force et qui ont un mal de pays, par exemple, ou des conséquences psychologiques assez proches du deuil. Des personnes dont les personnes peuvent souffrir quand elles perdent un être cher. Et la définition de la solastalgie, c'est donc le fait de ressentir un manque lié à de la nature, un environnement naturel qui est dégradé à tout jamais et dont on ne peut pas entrevoir un retour possible. Et donc, pourquoi ce serait en lien avec les changements climatiques? La solastalgie, premièrement, ça a été en lien plutôt à l'usage des terres et à la détérioration de l'environnement naturel par les activités humaines, pas forcément en lien avec le changement climatique, mais des événements extrêmes peuvent avoir un impact direct sur le changement climatique. La montée des eaux peut faire disparaître des endroits. Par exemple, je crois que c'est au Japon, on a des cimetières qui sont directement sur des plages, et en fait, il y a des vrais enjeux là de voir disparaître des racines. Enfin, les cimetières, c'est quelque chose qui est très fort aussi hein, pour certaines populations. Et le fait de voir disparaître ces cimetières sous les eaux, ça a des impacts directs sur la santé mentale des personnes qui sont proches. Ça peut être aussi, moi j'avais fait une formation en Lorraine, dans les montagnes des Vosges, on a des très belles forêts, et avec des sapins qui sont affectés actuellement par des parasites, le scolyte notamment. Et en fait, des enseignants me parlaient de ce sentiment qu'ils ont pu ressentir par moment. Et donc, on a mis un mot là-dessus, qui était sur la nostalgie, du fait qu'ils voyaient leur forêt qu'ils ont toujours connue depuis quelques années avec des poches très visibles brunes d'arbres morts sur pied. Et donc voilà, donc ça a des répercussions qui sont directement liées au changement climatique. De manière indirecte, là-dedans, on a mis pas mal de mots entre la crainte, la culpabilité, la colère ou le deuil. Et en fait, tout ça, moi, j'ai tendance à le mettre dans le terme d'éco-anxiété. Alors, il y a certains chercheurs, certains médecins qui vont parler même de écolucidité, le fait que c'est une réponse lucide de tout humain qui prend conscience des enjeux climatiques, de ressentir de la crainte par avance. L'anxiété, c'est vraiment ça, hein, c'est le fait d'avoir peur d'événements futurs, d'être obsédé par cette peur d'événements futurs. Et en fait, le changement climatique par l'incertitude que cela peut faire, enfin, l'incertitude qui est liée hein, au changement climatique, peut générer évidemment de la crainte sur ce qui peut se passer dans le futur. Ça peut être exacerbé par tout un tas de facteurs, notamment des facteurs médiatiques, des facteurs de représentation erronée et de facteurs catastrophistes par la pop culture ou ce genre de choses. Ça, c'est les sentiments de peur future, donc d'angoisse, donc d'éco-anxiété. On peut aussi avoir tout un tas de réactions fortes qui sont émotionnellement fortes, comme de la colère, de la culpabilité, des choses qui sont peu agréables, qui peuvent générer aussi, on va le voir juste après, des dysfonctionnements physiologiques. Ça en fait quelque chose sur lequel il faut se questionner et se positionner, et à mon sens en tout cas, qu'il faut accueillir.
comment dire, le principe des réactions émotionnelles, c'est que c'est bah, aussi des défenses physiologiques de notre organisme si elles sont enfuies, c'est plus dommageable que si elles sont exprimées. Et en ce sens, l'éducation a un rôle à jouer. Le système scolaire a un rôle à jouer de manière assez large, hein, mais tout enseignant a aussi un rôle à jouer dans l'accueil des émotions de ses élèves. Euh, Là, juste ouais, rapidement, si tu passes ouais, la première slide. En fait, là, c'est la carte de ce que Adeline vous avait montré tout à l'heure en bar plot. C'est la répartition de cet article de Marx ou Hickman, même équipe, hein, des Anglais qui ont fait une grosse étude en 2021, qui était publiée dans le Lancet. C'est une étude quantitative, donc c'était des questionnaires qui ont été envoyés à... Il y a 1000 répondants par pays. C'est intéressant parce que c'est des répondants qui sont de même catégorie socio-professionnelle, à peu près de mêmes âges. C'est de 16 à 25 ans et c'est des groupes d'étudiants en fait qui ont été recrutés via des réseaux académiques. Et donc ils ont rempli des questionnaires sur, il y avait trois thématiques, à la fois leur rapport émotionnel au changement climatique, donc est-ce qu'ils ont peur, extrêmement peur, des choses comme ça, est-ce qu'ils sont en colère, comment ces réactions émotionnelles peuvent avoir des impacts sur leur vie de tous les jours, à savoir est-ce qu'ils ont des problèmes pour s'endormir, pour se concentrer, pour ce genre de choses. Et le troisième point qu'on ne va pas aborder là, c'est leur confiance aux politiques pour faire advenir un changement. Je vous conseille la lecture de cet article qui est assez intéressant. Il a fait date, on en a beaucoup parlé. Il y a pas mal d'effets confondants, hein. C'était juste après le Covid. C'est aussi du qualitatif avec tous les défauts que le qualitatif a. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est un snapshot, c'est un one-shot, il y a des biais d'échantillonnage, enfin, il y a plein de biais qui sont liés à ça. Malgré tout, je pense que ça permet de montrer quelque chose, d'avoir une image à un moment donné. Et surtout, ça a permis à plein de chercheurs d'aller creuser un peu cette question-là. Hickman et al. A fait date dans le sens où la méthodologie maintenant est réutilisée pas mal. J'ai vu passer des papiers il y a pas longtemps sur une étude au Canada où ils ont utilisé la même grille d'évaluation pour permettre après de questionner comment l'éducation s'empare de la question de l'éco-anxiété. C'était hyper intéressant parce qu'on avait ce côté comment on se ressent et tout ça, et on retrouvait des chiffres assez similaires à ce qui se passe en Amérique du Nord. Mais derrière, il y avait la question, est-ce qu'on fait confiance en l'éducation pour parler de la question de l'éco-anxiété? Et il y a plein de pistes pédagogiques derrière qui peuvent être prises par ce genre d'initiative. Donc voilà, donc ce papier, alors ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez, c'est là, vous avez la zone intertropicale, slash les pays en développement où les taux d'éco-anxiété sont plus forts que les autres. Malgré tout, les taux d'éco-anxiété sont forts partout. Juste une petite précision, la dernière phrase de l'article dans la discussion, c'était les auteurs ont été très surpris de la teneur très haute dans tous les pays, enfin voilà, de la baseline qui est déjà haute, qui est plus de 40% de répondants qui se disent inquiets ou extrêmement inquiets. Et donc, voilà, c'était surprenant pour les auteurs. Je trouve ça assez parlant. L'autre slide après, ça montre là une dichotomie un peu plus forte entre ces pays, on va dire, en développement et pays occidentaux ou pays développés, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, sur comment l'anxiété peut avoir des impacts fonctionnels. Et alors là, c'est encore plus fort. Donc, aux Philippines, par exemple, et en Inde, on est jusqu'à 74% de réponses. Et donc, l'article ne fait pas de conclusion. Ils ne vont pas chercher à analyser qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ça, moi, je trouve ça intéressant aussi parce que bah, ils n'ont pas les moyens de faire ça avec leur méthodologie, mais c'est intéressant d'aller creuser derrière. Je pense aussi que sous-jacent là-dessus, il y a énormément de questions de justice climatique, de la question du colonialisme, la question des ressources et de la résilience économique de certains pays, mais aussi la question de l'inégalité face aux événements extrêmes, par exemple. En fait, on est sur cette ceinture intertropicale où les dommages des événements extrêmes, météorologiques extrêmes sont plus forts, mais aussi dans des pays qui ont une résilience en termes économiques enfin, qui permet de s'adapter à ces enjeux qui n'est pas forcément aussi forte qu'en Europe. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette réflexion. Ensuite, je vais juste détailler une autre étude que je trouve vraiment intéressante. Maintenant, quand on se pose la question, OK, ça existe? Non, avant. Là, stop. Bon, tu peux aller jusqu'au bout. Tac, tac, tac. Voilà.
Non, voilà, parfait, merci. Donc, la question qu'on peut se poser, on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette inquiétude qui existe, qui peut exister chez les jeunes. Déjà, moi, le premier sentiment, c'est de essayer de pas faire de transfert, hein, c'est pas parce que nous, on est inquiets que eux le sont. C'est pas de présupposer non plus que si on leur demande est-ce que vous êtes inquiet, ils vont dire qu'ils vont être inquiets et que ça va générer de l'inquiétude. Je pense qu'il faut juste poser la question à des jeunes. C'est ce qu'on fait nous avec un projet de recherche là actuellement. Et c'est très édifiant, c'est très intéressant. Mais en tout cas, il y a une chercheuse qui a fait ce travail depuis pas mal de temps, qui s'appelle Maria Ojala, qui est une chercheuse suédoise qui allait chercher, ça fait peut-être 10-15 ans maintenant que elle a vraiment son sujet de recherche sur les inquiétudes des jeunes primaires, collège, lycée, en milieu scolaire liés aux enjeux climatiques. Elle arrive à circonscrire qu'est-ce qui est du climat, qu'est-ce qui est des autres questions, et c'est compliqué, mais c'est possible apparemment. Donc, elle permet de nous donner aussi des infos avec des études qualitatives, donc avec des entretiens semi-directifs, avec des focus group et tout ça, pour aller chercher beaucoup plus, avec moins de répondants, mais avec des questions plus fournies, qu'est-ce qui se cache derrière. Elle a établi un genre de cadre qui a d'abord été défini dans des études sur l'anxiété en général, qui est quelles sont les stratégies d'adaptation psychologique que des personnes qui se disent éco-anxieuses, inquiétées d'un sujet, mettent en place pour réduire cette inquiétude. Une des approches, c'est ce qu'on appelle la emotion focus coping, donc la stratégie liée à l'émotion. Là, en fait, c'est d'essayer de minimiser le problème. Donc, on fait tout ça et c'est très bien. On a une capacité très forte en tant qu'être humain d'avoir une possibilité d'être dans le déni. Ça nous permet d'avancer, de continuer à fonctionner alors qu'on a des enjeux qui peuvent nous terrifier. Le problème de ça, c'est que ça réduit l'encouragement aux comportements pro-environnementaux. Donc, je veux dire, c'est nécessaire et en même temps, c'est à jauger. Et l'idée, c'est pas vers là qu'on a envie d'aller en éducation. Par contre, elle a trouvé dans les réponses aussi des personnes qui disent que bah, par moment, ils se sentent investis d'une mission d'aller changer le problème, donc ce qu'on appelle le problème focus coping. Un problème anxieux qui est, par exemple, j'ai une présentation à faire devant des profs de physique-chimie et j'ai peur, soit je peux être dans le déni et rien faire, soit je peux me dire, je vais m'attaquer à préparer mes slides avant et pour pouvoir délivrer mon message. Et donc, ça va réduire mon inquiétude d'être aujourd'hui devant vous. C'est au même titre que ce problème focus coping peut être le changement climatique existe, il me fait peur, je vais essayer de m'attaquer à réduire mon impact sur le changement climatique ou à m'adapter à ce changement climatique. Donc là, on rentre carrément dans le développement de comportements pro-environnementaux. Par contre, ce qu'elle a pu noter, c'est que à vouloir s'attaquer au problème seul ou même en communauté avec un objectif de réduire le problème directement, est impossible. Et donc, ça peut générer de la frustration ou alors du burn-out militant ou ce genre aussi de problématiques. Et donc, ça aussi, c'est à jauger. Mais en tout cas, c'est une piste beaucoup plus prometteuse en éducation. Et c'est là où on va développer tous les projets d'action en établissement, tout ce qui est labellisation, tout ce que on peut dérouler sur promotion du comportement environnemental. Le dernier point que je trouve vraiment intéressant et elle a rencontré de manière un peu moindre hein, chez les répondants et qui, pour le coup, est très spécifique à la question de l'angoisse sur le climat, c'est la réappropriation du sens. Le fait de prendre espoir, Sophie, elle le montrait avec une figure du GIEC notamment, de prendre espoir en des figures de confiance, en des scientifiques, en des enseignants pour des élèves, mais aussi de réfléchir à comment vivre dans un monde sous contrainte climatique avec une nécessité de sobriété et une nécessité de changement de nos comportements et de notre société qui ne soit pas complètement sans espoir et triste et tout. Et en fait, c'est ce changement de paradigme et cette approche par changer le sens de notre angoisse, pour moi, c'est très prometteur. C'est des enjeux sur lesquels on commence à travailler à l'OCE en travaillant la question des nouveaux récits. Donc, à savoir avec l'écriture créative, avec des enjeux plutôt de créativité, comment on peut faire advenir à des élèves une manière de se représenter un futur ou d'imaginer un futur, ou en tout cas de les autoriser à rêver. On est dans un monde où on s'autorise plus trop, ou en tout cas, c'est pas forcément l'école qui permet de rêver ou d'autoriser les enfants à rêver. Et en fait, c'est nécessaire pour contrer les anxiétés, mais aussi pour avancer, parce que c'est là qu'on trouve des solutions.
Et je n'ai pas le temps de vous parler des projets de recherche, mais il y en a un où je vais interroger des élèves. Là, j'ai une stagiaire qui vient d'arriver et on travaille là-dessus actuellement. On fait des focus group avec des collégiens. On leur pose toutes ces questions. Est-ce que vous comprenez le changement climatique? Est-ce que ça vous fait peur? Quelles sont vos émotions liées à ça? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est complexe, enfin, c'est hyper intéressant, mais il y a un défaut, où il y a une pudeur sur l'envie d'aller loin et d'être ambitieux et de rêver, que je trouve vraiment intéressant. On n'a pas encore tous les résultats, mais c'est une piste d'analyse qui est intéressante. Et en réponse à ça, je pense qu'à l'OCE, on commence à se dire que c'est un enjeu très fort là de permettre aux élèves de rêver, quoi. Le dernier point, qui est le rond vert là, Il va falloir qu'on s'arrête. ah non, mais j'ai trop envie de parler de celui-là, on est obligé d'en parler. C'est le fait de se reconnecter à la nature. Il y a énormément d'études qui montrent les bénéfices d'être entouré de nature. Même des papiers qui montrent que le fait d'avoir un mobilier en bois permettrait de réduire les impacts négatifs sur la santé mentale par rapport à du plastique ou autre. Donc, faites de la classe dehors le plus possible. Dieu vous le rendra.